Très bien, les amis. Bon lundi et félicitations à l'Espagne. J'étais vraiment ravie que l'Espagne ait gagné. Vous n'avez pas idée. Enfin, vous avez une petite idée parce que je vous ai dit que après l'année la plus difficile de ma vie, l'Espagne m'a complètement guérie. Ces 2 semaines de vacances étaient tellement nécessaires. Elles étaient tout simplement parfaites. Et il semble que le monde entier était contre l'Argentine pour différentes raisons. Pour moi, personnellement, ce n'est pas parce que je déteste les Argentins. Mais je pense que la majorité du monde regardait juste Ben Gvir, les soutenait, Bibi Netanyahou. En général, on déteste les meurtriers, psychopathes et génocidaires. Et le fait qu'ils aient explicitement déclaré qu'ils soutenaient cette équipe n'a pas aidé. Écoutez, on ne peut pas soutenir Satan juste par amour du pays, non? C'est pour ça que, même moi, j'ai lâché les États-Unis. J'ai décroché. C'était comme s'ils étaient les outsiders. Mais dès que le corrompu Howard Lutnick et le président Trump se sont impliqués, que l'équipe du 11 septembre s'est reformée. Ils ont mis leur nez là-dedans. Je me suis dit, j'aime toujours les États-Unis, mais je dois m'opposer au pouvoir à nu et aux démons. Pareil pour la France, rien de personnel. Vous savez, j'aime le peuple français. Ils ont été incroyables dans nos enquêtes parce qu'ils croient exactement ce que je leur dis. Ils savent qui est Brigitte et ce que Brigitte a fait. Et les joueurs étaient particulièrement hilarants. Je me souviens de ce clip d'il y a quelque temps où ces joueurs de football français regardaient Brigitte, lui lançant des regards en coin. Mais je pense que, à travers le monde, on en a tellement marre de la corruption flagrante de ces gouvernements. C'était ce sentiment-là, et donc on avait juste l'impression que l'Espagne le méritait. Pour avoir adopté une position sans compromis en soutien à Gaza, à mon avis, et bien sûr, égoïstement, pour m'avoir offert cette pause de 2 semaines dont j'avais besoin. Bref, tu sais qui, à mon avis, aurait aussi besoin d'une pause de 2 semaines en Espagne? Frank Schurich et Andrew Colvette. Je ne sais même plus ce qu'ils font. Le grand frère d'Andrew Colvette, le lieutenant-colonel. L'armée a pris la défense d'Andrew sur X ce week-end. Tout est bizarre. C'était vraiment étrange. Et Frank Turek veut que vous sachiez que lui et Brian Harpole donnent des détails différents sur ce qui s'est passé dans la voiture. Toute cette histoire de réanimation, eh bien, ce n'est pas une contradiction. Il dit qu'ils ont simplement des souvenirs différents, mais que ce n'est pas une contradiction. Je vais le laisser expliquer. Il y a beaucoup de souvenirs qui semblent s'effacer concernant le 10 septembre. Voyons si nous pouvons aider ces gars-là. Bienvenue de retour sur Candice. D'accord, commençons par un extrait amusant. Je l'ai regardé tellement de fois. Ça va juste vous rendre heureux en ce lundi. Matin, enfin, ou plutôt lundi après-midi. J'ai tellement ri en le regardant, en imaginant la crise chez Turning Point USA. Ils sont probablement en train d'appeler toutes leurs agences de gestion de crise Turning Point en se demandant quoi? Comment allons-nous retourner la situation? Qu'est-ce qu'on a? C'est Robert O'Neill, l'ancien sniper de la Navy SEAL Team 6 des États-Unis, qui a tué Oussama Ben Laden. Eh bien, il est passé sur Newsmax et vous n'allez jamais deviner, il ne croit pas vraiment au récit que les fédéraux essaient d'imposer. Il ne croit pas que Charlie ait été abattu avec un 30-06 depuis un toit pourri. Encore une fois, il faut vraiment regarder cet extrait parce qu'il est incroyable. Écoutez ça. Rob, tu sais de quoi tu parles. C'est pour ça qu'on t'a invité. Tu t'y connais en balistique. Tu as abattu Ben Laden. Qu'est-ce qui te dérange le plus dans cette enquête? Merci de l'invitation, Rob. Content de vous voir, Général Holt. Vous aussi. Beaucoup de choses me dérangent à ce sujet. Rien de particulier. Ce n'est pas comme si j'étais là à crier au gros mensonge ou à la conspiration ou à accuser quelqu'un. Je dis juste que j'ai été impliqué dans beaucoup de fusillades. J'ai tué plus que quelques personnes. Et cette histoire m'a paru louche dès le départ. Je veux dire, j'ai tué des gens à une distance plus proche que ce que j'ai vu sur la caméra. Et je n'ai jamais vu une chemise bouger comme ça. Pour moi, ça ressemble à une explosion. Rien que le fait que personne n'ait commencé à faire les premiers secours à Charlie Kirk. Ils étaient plus préoccupés par le fait de retirer les cartes SIM des caméras, d'enlever les caméras et ensuite de les sortir de là d'une manière ou d'une autre.
On n'a pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes pour sa vie. On aurait dit qu'il fallait juste nettoyer tout ça. Et puis, enfin, on m'a dit qu'ils avaient goudronné l'endroit quelques jours plus tard. Et ensuite, là, on a Erika Kirk derrière tout ce clinquant, ce tape à l'œil. Et elle est très rapide à pardonner au tireur présumé, ce qui techniquement veut dire que c'était lui. Parce que je lui pardonne, mais par contre, on ne peut pas pardonner à Candace Owens d'avoir une opinion ou de poser des questions. Et il se moque des gens en disant « Oh, je fais juste que poser des questions. » Ouais, je suis un sniper du SEAL Team 6. Je pose beaucoup de questions. Personne ne veut y répondre. Je veux dire, je pense qu'il a tout dit là. C'est ce que tout le monde pense et ce que tout le monde dit. Et ils n'arrivent pas à acheter assez d'influenceurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Lui coller l'étiquette de psychopathe, de sociopathe. Ils pourraient faire le coup du pasteur, les faire tout sortir et dire qu'il est démoniaque et possédé. Comment ose-t-il s'en prendre à une veuve? On pourrait faire revenir Dana Lash. Elle pourrait commencer à parler au nom de la veuve. Robert O'Neill, je ne sais juste pas comment tu réponds à ça. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas comment fonctionnent les balles. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Et ce clip ne fait que s'améliorer parce que Robert O'Neill était rejoint par le général de brigade de l'Air Force, Blaine Holt. Et voici ce qu'il avait à dire concernant le récit. Général, même question pour vous. Donc ce fusil, ce 30-06, c'est un fusil puissant. Que pensez-vous de ce récit? Que la balle aurait pu toucher la colonne vertébrale de Charlie, ce qui expliquerait pourquoi les dégâts n'étaient pas ceux qu'on verrait normalement avec un tel fusil à cette distance? Non, non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et ce qui fait vraiment mal ici, et ce qui me dérange le plus profondément dans tout ceci... Attendez, vous dites qu'en général, vous ne pensez pas que c'est ce qui s'est passé? Absolument pas. Je suis d'accord avec Rob. Quelque chose a explosé sur lui. Mais je n'ai pas à entrer dans les détails parce que je ne suis pas devant un tribunal obligé de prouver quoi que ce soit. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a des millions de vétérans avec la formation de Rob, une formation en armes de combat aussi basique que la mienne. Je suis pilote, mais nous avons suffisamment de formation pour savoir mieux que de croire aux absurdités qui nous ont été imposées. De la part du ministère de la Justice ce jour-là, où ils ont apparemment résolu l'affaire en 8 secondes chrono. Et nous savons mieux que ça. Ce n'est pas le cas. On ne va pas monter un gamin qui n'a jamais tué personne sur un toit avec un 30-06. Il prend sa première vie et fait tout ce que Rob dit qu'il a fait. Donc ce qui me dérange, Rob, dans tout ça, c'est qu'ils savent que nous savons mieux. Et pourtant, ils imposent quand même ce récit et cette parabole. Pourquoi feriez-vous cela? Pourquoi feriez-vous cela dans un cirque où nous sommes déjà si nombreux à pouvoir dire « Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. » J'adore juste la façon dont il dit. Non, non, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est comme s'il s'adressait à des enfants. Non, je ne vais même pas... Arrêtons complètement ce récit. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce que nous disons tous depuis le tout début. Mais ces gens-là ont la crédibilité pour s'asseoir là et dire « c'est ridicule ». Et donc, encore une fois, quelle va être la réponse à cela? Il faut faire venir les pasteurs, j'imagine. Enfermer tout le monde pour avoir du bon sens. Quand vous avez des gens de ces milieux professionnels qui vous disent que tout ça, c'est n'importe quoi. Rien de tout cela n'a de sens. Et il a raison. Le général a raison de dire que le plus alarmant, c'est que tout le monde sait qu'ils mentent et pourtant, ils continuent de mentir. C'est au-delà de ça. Ils pensent juste qu'ils ont assez d'argent pour réussir leur coup. C'est comme si tout le monde savait que vous essayez de faire ce tour de passe-passe et ils s'en fichent. Ils vont juste continuer et avancer, peu importe. Nous sommes puissants. C'est quelque chose que tu peux faire. Faites venir la veuve éplorée. Bref, nous sommes en train, en ce moment, de revenir en arrière. Je vous disais ça la semaine dernière, en essayant de me rappeler toutes les absurdités qu'on nous a servies au début. Oui, c'est en fait une tâche assez difficile. Je dirais même que c'est un travail à plein temps de suivre toutes les absurdités de la Fed. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Et tu te souviens quand le gouverneur Cox nous a dit, lors d'une conférence de presse officielle du FBI, un briefing le 12 septembre, que l'assassin avait changé de vêtements sur le toit. C'est ce qu'on a dit au public 2 jours après l'assassinat, après qu'ils aient pu extraire, examiner et diffuser les images au public. Écoutez plutôt. Encore une chose. Monsieur le gouverneur, pourriez-vous clarifier l'histoire du changement de vêtements, mentalement, le fait de changer de tenue? C'est exact. Oui. Donc, lorsqu'il a été aperçu pour la première fois sur le campus, il portait des vêtements différents, puis il a changé de vêtements sur le toit.
et ensuite il a remis ses vêtements à un moment donné. Ainsi, lorsqu'il a été appréhendé, lorsqu'il a été arrêté, les vêtements correspondaient à ceux qu'il portait avant la fusillade, ici à l'UVU. Prochaine question. Vite, je n'ai pas envie de devoir revenir sur les conneries que je viens de dire. Maintenant, debout à ses côtés, évidemment, sur la droite de votre écran, c'est Kash Patel. De l'autre côté, c'est Bo Mason qui se tient derrière le gouverneur. Et vous remarquerez qu'à aucun moment ces deux-là n'ont intervenu pour dire « Oh non, 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 c'est incorrect ». Et n'oubliez pas, je dois insister, cela se passe après. Ils ont arrêté Tyler Robinson, saisi les messages textes, eu la possibilité de les examiner, de revoir les enregistrements vidéo, partout sur le campus, vraisemblablement. Alors, qu'est-il arrivé à ce récit? Il était censé y avoir quelqu'un complètement nu sur le toit. Qu'est-il arrivé à ce récit? Le gouverneur est-il parti en roue libre comme Andrew Colvette? Je déteste quand ça arrive. Ou bien ont-ils tout simplement inventé cette partie alors qu'ils essayaient de donner du sens aux différents garçons leurs? Je n'ai jamais compris pourquoi il avait besoin de se changer tout court. On ne peut pas porter un t-shirt bordeaux, et si tu dois te changer, pourquoi ne pas le faire dans les toilettes? Ou alors ils essayaient de nous faire croire que l'assassin était aussi un exhibitionniste ou quelque chose comme ça. Sérieusement, quel serait l'intérêt de passer d'un t-shirt bordeaux à un t-shirt à manches longues avec un drapeau américain sur un toit? Je veux dire, c'est incroyable que je sois en fait tenu à un standard plus élevé que le FBI. Laissez-moi me tromper dans un calcul de fuseau horaire. C'est ça. Après le passage à l'heure d'été, laissez-moi utiliser un site web et croire qu'il me donne l'heure locale. Et partager l'heure locale, comme je l'ai fait, puis découvrir que ce n'est pas l'heure locale, mais l'UTC, et là, 80 millions de vidéos apparaîtront du jour au lendemain d'influenceurs me traitant d'idiot. Mais apparemment, les plus hauts responsables de notre pays peuvent carrément inventer toute une séquence d'événements qui n'ont jamais eu lieu, et le monde continue comme si de rien n'était. Et c'est nous qu'on traite de complotistes parce qu'on remarque ces incohérences et qu'on les relève. Et aussi, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je suis toujours très perturbée par la question du tournevis parce que quel était le but de ce récit, au fond? En fait, si on avait joué ou Robert O'Neill, il insiste sur le tournevis. Il dit « Ce n'est même pas le bon tournevis pour démonter l'arme qu'ils vous disent qu'il a démontée. » Ce n'est pas ça, ça ne ferait même pas l'affaire. C'est quoi cette histoire de tournevis? Et comme nous le savons maintenant, l'homme sur le toit n'a ni assemblé ni démonté son fusil sur l'Osseille. Alors, est-ce que quelque chose s'est mal passé? Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi à cette partie-là? Est-ce qu'ils avaient déjà placé la preuve? Et ils ont dû essayer de faire en sorte que ça colle après, parce qu'il y avait l'ADN de Tyler Robinson dessus. Et ils se sont dit, oh, je ne peux pas laisser passer ça, parce que c'est un peu l'une des seules choses qui le relie à ce toit. Alors, on va juste dire qu'il l'a sorti pendant qu'il se changeait. Oublie la partie où il se changeait. Évidemment, quand ces questions ont commencé à arriver sur le fait que rien de ce que les responsables publics nous disaient n'avait de sens, Dan Bongino est alors intervenu dans un reportage. Tu sais, c'est le dur à cuire qui va mettre une raclée à Tucker Carlson. Ouais, je peux le battre dans un combat. Toi, Dan Bongino a rejoint Megyn Kelly. Je veux que tu comprennes que c'était le 15 septembre. Donc, nous sommes maintenant à 5 jours de l'assassinat. Il travaille au FBI et a toutes les ressources à portée de main. Et voici son excuse pour expliquer pourquoi rien n'a de sens. Écoute ça. C'est une autre chose qui embrouille les gens parce que Kash a dit ça. Ils ont trouvé ce que nous supposons être son tournevis sur le toit de l'immeuble et ils ont trouvé son ADN dessus, ce qui a amené beaucoup de gens à penser qu'il avait démonté l'arme quand il a sauté du toit. Mais ensuite, il semble que lorsque vous l'avez trouvée dans les bois, elle était assemblée. Pouvez-vous apporter des éclaircissements à ce sujet? Oui, et j'étais un peu hésitant ce matin lors d'une apparition médiatique à entrer dans les détails, surtout concernant la vidéo et l'endroit où se trouvait l'arme. Et il y a une raison à cela. Encore une fois, nous voulons simplement être transparents, Messi. Oui, dites-nous simplement ce que... Vous pouvez. Oui, le suspect ne coopère pas. La vidéo est évidemment de mauvaise qualité. Et comme le savent les gens qui travaillent dans la vidéo, nous avons un certain nombre d'outils vraiment excellents dans notre laboratoire où ils font un travail incroyable. Et ils travaillent là-dessus depuis plusieurs jours maintenant. Mais la vidéo est très granuleuse. Et je veux être très clair.
Et je ne veux pas « Oh, il y avait », vous savez, j'ai déjà vu certaines choses en ligne. Oui, je peux le voir à l'écran. Vous verrez que c'est une vidéo granuleuse. Maintenant, je suis monté sur ce toit, dans ce coin-là. Et quand on voit la caméra à distance, ce n'est clairement pas la meilleure vidéo. Je ne suis pas sûre que vous ayez répondu à la question. Celle-là est délicate. C'est ce que mes enfants disent toujours quand quelque chose est confus. Ils disent « Celle-là est délicate, maman ». Oui, c'est vraiment une situation compliquée. Alors, devons-nous croire que les plus hauts gradés de notre nation n'ont pas pu se dépêcher d'obtenir une de ces vidéos 4K HD, 4D chess, super méga net, d'une clarté cristalline, absolument irréfutable, qui a pourtant été mise à disposition de Benny Johnson, Graham Allen, sa femme 10 mois plus tard, et d'autres influenceurs. Et nous n'avons toujours aucune explication concernant le toit, ni pourquoi il avait un tournevis tout court. De plus, qu'aurait-il bien pu voir qui les aurait amenés à croire qu'il avait changé de vêtements sur les toits? Il n'y a toujours aucune réponse à rien. Des images floues? Tu sais, j'ai en fait une idée. Laisse-moi te raconter une histoire plus plausible. Je pense que ma source, la personne qui a enregistré le gars sur le toit, sur l'Oseille, dit probablement la vérité à propos des vêtements tactiques. Je pense qu'en réalité, ce n'était même pas une serviette que nous avons vue sur les images que le jogger du toit, le sprinter du toit, avait. Je pense que c'était probablement une veste noire, tout comme l'a décrit la personne qui a enregistré. Il a dit qu'il portait une veste noire et un équipement tactique. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il était habillé tout en noir. Parce qu'il y avait cette image floue qu'on nous a dit être une serviette, car il fallait alors que cela corresponde avec l'arme qui était enveloppée dans une serviette. Mais regardons cela de plus près parce que je pense qu'il est bien plus probable que l'homme sur le toit n'était qu'un leurre qui n'a jamais tiré aucun coup de feu. On lui avait donné pour mission de s'enfuir en courant au bon moment. Et je pense qu'il est plausible que, pendant qu'il courait, il ait jeté ses gants tactiques. Et qu'a-t-il dans la main? Il y a sa veste noire et son sac à dos, qui ont également été décrits par mon témoin oculaire, qui n'a jamais été contacté pour une raison inconnue. Je pense qu'il a laissé tout cela à l'arrêt de bus près de la bibliothèque Fulton. Et ces objets, comme nous l'avons appris, ont ensuite été récupérés par la sergente Jennifer Falmina du Bureau d'État des enquêtes, dans son service. Et je dois le dire, Jennifer Falmina me met mal à l'aise. Je ne saurais l'expliquer. C'est une question de ressenti. C'est toute son attitude, alors qu'elle fait soudainement abstraction de ce qui pourrait être une pièce cruciale de preuve. Je ne me souviens pas. Ah, vous ne vous souvenez pas si vous avez donné votre accord au FBI pour ne pas tester un sac à dos, des gants, un éventuel équipement tactique qui ont été abandonnés exactement sur le trajet qu'a emprunté le tireur? Vous ne vous souvenez tout simplement pas de ça? Qui êtes-vous, sergent Jennifer Falmina? Ce week-end, beaucoup de gens ont remarqué qu'elle était apparue, en effet, dans la saison 2, épisode 1 de l'émission Netflix intitulée Worst Roommate Ever, où elle indique avoir travaillé avec la Joint Terrorism Task Force du FBI. Voici ce qu'elle dit. Écoutez bien. Je travaille au Bureau d'État des investigations depuis 8 ans, mais je suis également affectée à plein temps au FBI dans le cadre de la Joint Terrorism Task Force. Et surtout dans cette affaire, avec ce type de bactérie, sans connaître l'intention de la personne qui l'a acheté, nous avons vraiment dû agir rapidement. Je dirais ceci. Les policiers participent effectivement à diverses émissions télévisées, surtout lorsqu'ils reviennent sur un crime. Ce n'est pas complètement à côté de la plaque, mais cela a certainement éveillé mon intérêt pour elle et son parcours. Et elle a parlé de la façon dont elle a grandi, née et élevée à Hawaï, puis déménagé dans l'Utah. J'ai donc décidé de creuser un peu pour voir si c'était vrai. Et ce que nous avons pu confirmer à propos de Jennifer Falmina, c'est qu'elle a bien grandi à Hawaï. En 2003, nous l'avons retrouvée en train de jouer au basket dans une école privée à Hawaï. De là, elle a déménagé à Ogden, dans l'Utah, où elle a étudié la justice pénale et a obtenu son diplôme à l'université Weber State, fondée par l'Église mormone en 2008. En 2013, elle termine ce qu'on appelle la formation postérieure au département de la sécurité publique de l'Utah. Nous la retrouvons ensuite. La seule mention que nous avons pu trouver d'elle dans les années suivantes se trouve dans un article de 2016. Elle faisait du bénévolat pour le contrôle de la foule lors de la convention du RNC. Je vais vous montrer ça. La convention du RNC avait lieu dans l'Ohio. Ils avaient besoin de volontaires parmi les agents de tout le pays.
Et vous pouvez voir que Jennifer Fomina y figure comme l'une de ses agents volontaires. Ce que je trouve étrange à propos de cette affectation en particulier, c'est que c'est la seule que nous ayons pu trouver. Cela confirme qu'elle était agent de l'État. Rappelez-vous, il existe des registres publics pour les salaires des fonctionnaires et nous n'en trouvons aucun. Cette liste l'indique comme étant une agente rémunérée du département de la sécurité publique de l'Utah jusqu'en 2018. Nous n'avons pas non plus trouvé d'article la mentionnant avant 2018. À part cela, il semble plutôt qu'elle occupait un emploi à temps partiel à l'université Weber State. Nous serons ravis de mettre à jour ces informations si d'autres deviennent disponibles, mais il nous semble qu'elle était peut-être encore à l'école, en train d'obtenir d'autres certifications. Je n'en suis pas totalement certain. Ce que l'on sait, c'est qu'en 2018, comme je l'ai dit, nous l'avons officiellement employée par le département de la sécurité publique de l'Utah et elle est très bien rémunérée, d'où ma conviction qu'elle avait poursuivi des études supplémentaires. Et il y a un autre détail intéressant. Maintenant, concernant cette conférence de presse du FBI que nous vous avons montrée plus tôt, Kash Patel se tient à droite et il est à côté du nouveau commissaire de la police d'État, Bo Mason. C'est Bo Mason. Vous devriez le savoir. Bo Mason a été nommé à ce poste de commissaire de l'Utah du département de la sécurité publique de l'Utah le 19 juin 2025 par le gouverneur Cox. Et ce n'est pas la conférence de presse. Celle que nous avons montrée plus tôt avec Kash Patel est celle que je voulais montrer ici. Celle où Kash Patel se tient là. Vous savez, je parle de la conférence de presse où le gouverneur dit qu'il était sur le toit en train de se changer. Bref, il s'avère que ce type, Bo occupait apparemment le même poste en 2013 sur cette photo d'entraînement avec Jennifer Fomina en 2013. Donc, je peux vous montrer ça? Voilà les deux ensemble. C'est une session post assez restreinte, mais c'était le 20 mai 2013. Les deux sont listés ensemble, et ils le sont. Je ne sais pas comment ça fonctionne, et je pourrais être ignorant, et je suis sûre que je recevrai des emails de gens. Il y a une autre photo d'eux. Avançons dans le temps. Jennifer Fomina et Bo Mason ensemble 10 ans plus tard. En 2023, lorsqu'elle prête serment en tant que sergent 1023, d'accord? La nomination de Bo Mason au poste de commissaire de police tombe à point nommé. Je voulais le souligner. Nous avons continuellement soulevé ce schéma depuis le début de cette enquête. Il y avait tellement de nouveaux visages et de nouvelles nominations dans l'Utah avant l'assassinat de Charlie Kirk. Tout le monde semblait nouveau. Rappelez-vous, nous avons le PDG de l'hôpital Timpanago, Andrew Zenger. Il a été nommé seulement quelques semaines avant l'assassinat de Charlie, le 18 août 2025. Bien sûr, le juge Tony Graff a été nommé en mai 2025. On peut passer l'argent, car cela a du sens, puisque Trump vient tout juste d'entrer en fonction. Bo Mason, comme je viens de vous le dire, a été nommé le 19 juin 2025 à son poste de commissaire. Nous avons déjà parlé du nouveau, ou plutôt, du médecin légiste nommé en juillet 2024. Et puis celui-ci qui me sidère vraiment. Vous vous souvenez? L'agent spécial Robert Bowles, qui travaillait pour le bureau du FBI en Virginie, mais soudainement et de façon assez inexplicable, Kash Patel renvoie la personne qui dirigeait le bureau du FBI à Salt Lake City. Il renvoie cette personne et nomme Robert Bowles le 2 septembre. D'accord. 8 jours avant l'assassinat de Charlie Creech, Robert Bowles prend ce poste. Et j'ai aussi le bureau de terrain de Salt Lake. Et je veux aussi préciser qu'il avait une très longue carrière jusqu'à ce moment-là, avec le FBI partout aux États-Unis pendant presque 20 ans. Mais ils le veulent d'abord dans l'Utah le 2 septembre, juste à temps pour l'assassinat du 10 septembre. Mais curieusement, savez-vous où il a réellement commencé sa carrière dans la police avant de partir à l'armée? De tous les endroits, il a commencé au service de police de Provo au début des années 2000. Regardez cet article de 2004. Avant de rejoindre le FBI, il était au service de police de Provo. Il était dans le service de police de Provo, puis il a rejoint l'armée et ensuite il a intégré le FBI. Donc, d'une certaine manière, il retournait vraiment sur ses anciens terrains de jeu juste à temps. Écoutez, si je ne savais pas mieux, on dirait qu'il rassemblait l'ancienne équipe, pour reprendre une expression. Mais, bien sûr, je sais mieux que ça. Et le FBI de notre nation n'a jamais rien fait de mal. Ce sont des hommes honorables. Vous savez, ils n'arrivent pas toujours à accorder leur version des faits. Au fait, en parlant de gangs, et pour revenir à Madame,
Jennifer Fomina, elle a récemment révélé dans un podcast, ne me demandez pas pourquoi elle fait aussi des podcasts. Apparemment, elle aime les médias et les caméras. Elle a révélé que sa sœur était assistante sociale dans l'État de l'Utah. Et bien sûr, cela m'a permis d'en apprendre davantage sur l'histoire de sa famille. Vous me connaissez avec la généalogie. C'est mon truc. J'ai juste besoin de savoir ce que faisaient toutes les mamans et arrière-grand-mères de tout le monde à tout moment. Et concernant Jennifer, une chose vraiment terrible est arrivée dans la famille Faumina à Hawaï en 1995. Son père, un homme nommé Sapina, orthographié phonétiquement, exactement comme je le dis, Sapina. Faumina était très vocal. Et il s'est exprimé dans les médias à ce sujet parce que cela impliquait l'homicide de son frère, le sergent, l'oncle de Jennifer Fomina, qui a été tué. Apparemment, il s'appelait Misiona Aomina. Apparemment, il faisait partie d'un gang avec ses amis. Et dans le cadre d'un rituel du gang, il a subi une correction. Je vais vous épargner les détails car ils sont vraiment horribles. Mais c'était très graphique et brutal. Et Misiona a survécu à la correction. Mais après avoir été transporté à l'hôpital, il a finalement succombé à ses blessures. Et c'était une grosse affaire parce qu'il y avait des arguments qui allaient dans tous les sens. Franchement, les arguments étaient bizarres. La défense a clairement indiqué que ces gars étaient tous amis. C'est juste une partie comme des rituels d'initiation. Et ils ont dû prouver leur point car les 3 jeunes impliqués ont été inculpés genre d'homicide involontaire au second degré. C'était juste, ça faisait partie de ce que ces gars samoans font comme rituel d'initiation dans le gang. Encore plus curieux, c'est le père de Jennifer qui affirmait dans la presse que son frère, l'oncle de Jennifer, était un mormon dévot. Je me dis juste, un membre de gang mormon dévot? On peut jeter un œil à ça ensemble, comme ça vous pouvez voir de quoi on parle. C'est, je crois, la 2e page. Oui, son frère aîné. Laissez-moi aller à la première page. Je vais juste lire, oui, son frère, disait-il, était doux, bien élevé et articulé. Il était aussi un mormon dévoué qui assistait à l'église de Waipahu tous les dimanches. Il parle de leur paroisse, donc la paroisse de Makilo où vivait la famille Faumina. Et ce qui est curieux et mériterait un épisode à part entière, c'est que le frère était membre de ceci ou faisait partie de cela. Adult Friends for Youth, qui était dirigé par Sid Rosen. C'est ce dernier paragraphe, là, Sid Rosen, qui dirige Adult Friends for Youth, prend la parole. Il semblait être un candidat improbable pour être la cible d'un acte aussi violent. C'est une tragédie. Nous avons aussi, à la page suivante, lui qui parle de lui, comment il était sur le point de partir en mission mormone. Il y a vraiment beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de choses ici. Ce personnage de Sid Rosen, si je vous disais qu'il était lié à l'Égypte et à Israël, vous ne me croiriez même pas. Donc, je vais passer cette partie. L'essentiel, c'est qu'une fois de plus, nous avons ces groupes qui cherchent des jeunes en difficulté. Des choses étranges se produisent. Dans des articles ultérieurs, le père de Jennifer affirmerait que le gang était contrarié parce qu'il partait en mission mormone. Les membres de la paroisse nient simplement qu'il faisait partie d'un gang, ce qui est plutôt curieux parce que son grand frère ne le nie pas, disant qu'il a eu des ennuis, peu importe. Toute cette histoire ici, les Mormons, les gangs, ça m'a fait réfléchir. Parce qu'il y a quelque temps, je vous ai dit que j'avais été en contact avec Courtney Love, et je parle d'il y a longtemps, à l'époque où Charlie était encore en vie. Et je n'avais aucune idée, je vous l'ai dit, de ce dont elle parlait quand elle me décrivait la mafia mormone. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était une extension de la mafia sioniste, la mafia mormone. À l'époque, je n'arrivais vraiment pas à assimiler cette information. Et maintenant, je reviens en arrière, je relis ses messages et je me dis qu'elle savait exactement de quoi elle parlait, je pense, parce qu'une image très intéressante est en train d'apparaître. Et c'est pourquoi je vous parle de cela, une image qui, je pense, va vous choquer, mais que nous devons décortiquer assez lentement. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous donner une surcharge d'informations, donc je veux juste que vous gardiez cela dans un coin de votre tête. Parce que je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas abandonné ma profonde conviction qu'Israël était impliqué dans l'assassinat de Charlie Kirk. Mais le fait que l'assassinat ait eu lieu en territoire mormon rend la chose curieuse. À demain pour plus de découvertes. On revient après la pause. Les amis, notre nation fête ses 250 ans cette année. Cela représente 2 siècles et demi de progrès, de croissance et de génie de l'histoire humaine. Mais à quoi ressembleront les 250 prochaines années?
La prochaine génération d'Américains pourrait être la plus influente. Mais d'abord, il faut lui donner sa chance de vivre. C'est pourquoi je fais cette demande cruciale aujourd'hui. Faites un don spécial de 250 $ à Preborn pour honorer le grand anniversaire de notre nation et célébrer l'avenir prometteur qui nous attend. Votre don permettra de financer 8 échographies. Preborn aide les mères d'aujourd'hui à choisir la vie en leur offrant ces échographies gratuites afin qu'elles puissent rencontrer leur bébé pour la première fois. Aidez les mamans à choisir la vie. Célébrez l'Amérique en donnant 250 $ à Preborn. Composez le dièse 250 et dites le mot-clé « bébé ». C'est le dièse 250. Bébé ou rendez-vous sur preborn.com. /Candace. Encore une fois, c'est preborn.com /Candace. Je veux aussi vous rappeler l'existence de la Wellness Company, car vous avez probablement entendu parler d'une situation en cours. Une épidémie sévit actuellement aux États-Unis, le CDC l'a confirmé. Le coupable est un nouveau parasite trouvé dans les fruits et légumes des supermarchés qui a exposé des centaines de millions d'Américains dans 30 États. Le CDC enquête sur une épidémie multi-État de Cyclospora, un parasite lié à des produits frais contaminés. Il peut provoquer de fortes diarrhées, des crampes d'estomac, des nausées, de la fatigue et d'autres symptômes invalidants. Si vous tombez malade, le CDC recommande le Bactrim. C'est pourquoi la Wellness Company a créé le kit d'urgence médicale, parce qu'il contient du Bactrim générique, ainsi que 7 autres médicaments sur ordonnance pour aider à traiter plus de 25 maladies courantes et urgences médicales, tous prescrits avant même que vous en ayez besoin. Obtenir votre kit est simple. Remplissez un questionnaire médical sécurisé en ligne. Après approbation médicale, votre kit vous sera expédié. Soyez prêts dès maintenant. Allez sur TWC Health/Candice, code Candice, pour économiser 45 $ et la livraison gratuite. twc.health/Candice. Les kits sont disponibles uniquement pour les résidents des États-Unis, uniquement pour les résidents américains. Je veux aussi vous rappeler Pure Talk, car vous n'êtes pas obligé de payer trop cher pour votre réseau mobile. Pas quand Pure Talk propose le même service pour une fraction du prix. Et maintenant, pour la toute première fois, Pure Talk propose n'importe quel forfait à seulement 15 $ par mois pendant vos 3 premiers mois. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour essayer Pure Talk. C'est rapide, c'est fiable et vous allez adorer. Vous pouvez désormais obtenir n'importe quel forfait Pure Talk, y compris leur forfait de données illimité et même leur forfait haut de gamme à 65 $ pour seulement 15 $ par mois pendant vos 3 premiers mois. C'est une économie pouvant aller jusqu'à 150 $, mais je vous conseille de changer dès aujourd'hui car cette offre est extrêmement limitée dans le temps. Passez à Pure Talk et profitez de vos 3 premiers mois d'appels, de SMS et de données pour seulement 15 $ par mois. Rendez-vous sur puretalk.com/Owens pour passer chez Pure Talk. Encore une fois, c'est puretalk.com/Owens pour commencer à économiser dès aujourd'hui. Commençons par Frank Turek contre Frank Turek parce que c'est mon affrontement UFC préféré. C'est comme si Frank se mettait tellement en colère contre l'ancien Frank, le Frank d'après l'ancien Frank. Ils ne sont pas amis. Et quand le Frank actuel surprend l'ancien Frank en train de faire des bêtises, oh là là, il ne fait preuve d'aucune humilité. Il se fait prendre à raconter une histoire différente, puis il nous regarde un peu et dit que c'est de notre faute si on l'a remarqué. Apparemment, il a fait ce podcast que j'ai raté où il répond à toutes les conspirations de Candace. Mais bizarrement, il concède en quelque sorte chaque point où j'ai dit la vérité, mais c'est quand même de ma faute. C'est vraiment étrange. Comme si le problème, c'était que je remarque les incohérences. Il ne nie pas qu'il y a des incohérences. En gros, il veut que vous compreniez que ces incohérences ne sont pas importantes. Maintenant, certains diraient que Brian Harple affirmant que la RCP n'a pas été pratiquée, alors que Frank Turek dit qu'elle a été pratiquée dans la voiture, c'est une grosse incohérence et une grosse contradiction. Mais je veux que vous écoutiez Frank Turek parce qu'il assume et explique clairement que ce n'est pas une contradiction. Écoutez bien. Brian a raison de dire que pendant la majeure partie du trajet, nous ne faisions pas de RCP. Nous ne pouvions pas faire de RCP. Nous essayons d'arrêter l'hémorragie. Donc aucune RCP n'a été pratiquée. Ce n'est que dans les, 30 dernières secondes du trajet que je me suis dit on doit être proche. Ça fait 8 ou 9 minutes. Et il ne respirait plus et il n'y avait plus de pouls. Je dois au moins essayer. Ça va probablement être inutile, mais je dois au moins essayer de faire repartir son cœur et de lui faire entrer un peu d'air. Donc j'ai essayé ça pendant environ 20 ou 30 secondes tout à la fin du trajet. Quand on arrivait sur le parking de l'hôpital et qu'on fonçait et zigzaguait pour y arriver, tout le monde est d'accord. Nous étions dans la voiture.
en train d'emmener Charlie à l'hôpital. Et oui, on essayait tous d'arrêter l'hémorragie. J'ai mentionné le massage cardiaque parce que c'est moi qui l'ai tenté pendant les 20 ou 30 dernières secondes du trajet. Ce n'est pas une contradiction. Maintenant, peut-être qu'en fonçant et en zigzagant sur le parking, Brian était préoccupé. Il pensait à autre chose ou parlait à quelqu'un d'autre ou peu importe, parce qu'il y avait beaucoup d'agitation comme tu peux l'imaginer. Il ne m'a pas vu essayer pendant 20 ou 30 secondes. Peut-être qu'il l'a fait, je ne sais pas. En fait, il a un procès en cours contre Candace Owens en ce moment, donc je ne pense même pas qu'il puisse parler de tout ça. Mais quelqu'un pourrait l'appeler et lui demander s'il le souhaite. Mais ce n'est pas une contradiction. Nous mettons simplement l'accent sur des détails différents à des moments différents. En fait, les témoins oculaires ne sont pas d'accord sur certains détails pour diverses raisons. C'est la marque d'un témoignage oculaire authentique. Ils sont tous d'accord sur l'essentiel. Ils ne sont pas d'accord sur les détails mineurs. En fait, le fait de ne pas être d'accord avec d'autres sur ces détails mineurs peut non seulement s'expliquer, mais c'est même attendu. Je ne suis juste pas sûre. Si cela ne ressemble pas à une grosse contradiction, comment peux-tu commencer par « Brian dit la vérité » ? Il n'y a pas eu de RCR. Puis il dit « J'ai fait le RCR ». J'ai fait le RCR pendant 30 secondes et Brian était juste là. Mais il était en train de parler ou quelque chose comme ça. J'espère vraiment avoir un jury composé de mes pairs parce que j'ai l'impression que c'est une contradiction. Je pense que ça pousse les gens à croire que d'autres mentent. Et tu continues à décrire ça comme un détail mineur. Fournir un massage cardiaque pour sauver la vie de quelqu'un, ce n'est pas ce que la plupart des gens qualifieraient de détail mineur, non? Un détail mineur, ce serait par exemple que tu te souviens que Justin Davis, qui conduisait, portait une chemise bleue, alors qu'en fait, il portait une chemise bleu canard. Ça, c'est un détail mineur. Pourquoi est-ce que tu te concentres là-dessus? Le massage cardiaque, tu dis que tu as déplacé le corps de Charlie en position pour le massage cardiaque et que tu as fourni 30 secondes de massage cardiaque et Brian Arpold ne l'a pas remarqué parce qu'il était distrait par quoi? Il nous a dit qu'il n'a fait que travailler tout le temps. C'était sa priorité numéro 1. Par quoi a-t-il été distrait dans la voiture alors qu'il essayait de prodiguer des gestes qui sauvent la vie au point de complètement passer à côté? Au fait, je ne comprends toujours pas vraiment comment tu as pu mettre Charlie en position pour le massage cardiaque, parce qu'on nous a dit que la porte était ouverte parce que les jambes de Charlie étaient trop longues. Il faut effectivement que quelqu'un soit allongé à plat pour pratiquer un massage cardiaque. Comment a-t-il pu ne pas te voir en train de déplacer le corps dans cette position, de t'installer sur lui et de faire le massage cardiaque? Je sais que tu es vraiment passionné, mais je pense aussi que tu racontes n'importe quoi. Voilà, c'est dit. Je pense que ta définition de « ce n'est pas une contradiction » est inexacte. Et je ne pense pas que ce soit une contradiction, Frank. Je pense que c'est un mensonge. Et maintenant, tu admets que tu as menti ou que Brian a menti. Je ne sais pas qui a menti et maintenant tu utilises « il a un procès donc il ne peut pas en parler ». Pourquoi ne peux-tu pas en parler? Tu viens de parler pendant 3 heures dans l'émission de Sean Ryan. Pourquoi? Pourquoi le procès t'empêcherait-il de t'exprimer? En fait, tu es en train de vérifier mes affirmations dans le procès. Frank, génie. Tout est tellement flou. On pourrait penser que ce serait un détail crucial que personne n'oublierait lors de ce trajet, un court trajet jusqu'à l'hôpital. Maintenant, d'accord, bien sûr, tout le monde oublie. C'est un peu le point ici. C'est devenu une habitude. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, développe une amnésie. Et Blake Neff, mec, ce type, Blake Neff ne se souvient même pas de la ville au début. Il dit qu'il est resté à Orem. Puis, il a une autre discussion, change d'avis et dit qu'ils sont restés à Salt Lake City. Salt Lake City, c'est la véritable version des faits. Toute l'équipe de Turning Point est restée à Salt Lake City. Mais Blake ne se souvient pas dans quel hôtel ils ont séjourné. Ça fait beaucoup. Je veux que vous l'entendiez dans ses propres mots. Écoutez. À notre premier échange, tu disais avoir passé la nuit à Orem. Tu étais à l'hôtel. Tu es peut-être sorti de l'hôtel une fois pour manger. Ouais. Mais maintenant, tu dis que tu étais à Salt Lake. Donc tu vas... Non, je... Ne le dis pas. Maintenant, je dis, je ne connais pas exactement le contexte, mais je suppose que quelqu'un a dit, genre,
Est-ce que tu es resté à Orem cette nuit-là? Et j'ai interprété Dites. à toi. Je l'ai compris ainsi. Es-tu resté dans l'Utah cette nuit-là plutôt que de rentrer à Phoenix? Et je suis resté dans l'Utah cette nuit-là. Et je suis resté en gros au même endroit que tout le monde. Nous étions tous, à ma connaissance, dans le même hôtel et c'était, je crois, à Salt Lake. Quel hôtel c'était? Je ne me souviens pas. Il ne s'en souvient pas. Il ne s'en souvient pas. Au fait, c'est toute une scène d'avoir tous les employés de Turning Point USA qui étaient là ce jour-là, plus Erika Kirk et, je suppose, un dispositif de sécurité très important. J'essaie de rassembler les pièces pour comprendre pourquoi. Ils sont restés à Salt Lake, alors que Charlie était à Orem, à Provo. Je ne comprends pas pourquoi vous auriez fait un trajet de 50 miles. Et d'ailleurs, c'est confirmé. Sur la base de l'endroit où ils ont acheté des vêtements, ils ont décidé de partir, de rester à l'hôtel. Provo est une assez grande ville. J'imagine que vous voudriez rester près de Charlie. Je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés en avion à Salt Lake pour cet événement. Point final. Parce que Blake n'y est pas allé, mais il a pris l'avion avec Charlie. Mais nous savons qu'il n'y est pas allé. Et d'autres membres du personnel de Turning Point ont également pris l'avion pour Salt Lake City. Des personnes qui ne sont pas allées à l'événement Restaurantology de Charlie. Pourquoi? Pourquoi Salt Lake était-elle le centre? J'essaie de comprendre cela. Pourquoi étions-nous basés à Salt Lake? Il y a peut-être une explication valable. C'est peut-être parce qu'ils anticipaient que le vice-président allait arriver en avion. Et peut-être que c'était plus proche de l'endroit où il allait atterrir. Je ne sais pas. J'aimerais savoir et j'aimerais aider Blake. Je trouve ça vraiment triste qu'il ne puisse pas se souvenir des détails. Et il est si jeune, il perd déjà ses cheveux, et maintenant, il ne se souvient plus des choses. Donc, si vous travaillez dans un hôtel et que vous avez vu cette scène avec tous ses employés, nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles. Merci de nous envoyer quelque chose à moretipsat.candiceowens.com. Nous savons avec certitude dans quel hôtel logeaient les Feds. Nous ne savons pas dans quel hôtel Turning Point USA séjournait et je me suis adressée au personnel de Turning Point. Ils n'en ont aucune idée. Donc, il semble que seules les personnes qui étaient là pourraient peut-être aider Blake, mais je suis sûre qu'il devait bien y avoir des employés de l'hôtel qui s'en souviennent. Erika était partout. Alors, où ont-ils tous dormi cette nuit-là? Je me le demande. C'est un détail anodin qui devient maintenant intéressant parce que Blake a développé une amnésie. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à ce sujet. Enfin, je ne peux même pas vous expliquer si vous ne suivez pas Andrew Colvett. Il est vraiment au sommet de sa forme en ce moment sur X. Le masque est complètement tombé. Je veux dire, on savait déjà qui il était. On savait, je vous l'ai dit, qu'il dirigeait tout ça en coulisses, les mensonges, les attaques. Et on a eu un cadeau sous la forme de son licenciement de la personne qui travaillait sous ses ordres. J'ai donc confirmé d'autres mensonges d'Andrew Colvett. C'est son métier, j'imagine. Il croit devoir mentir. Mais il est en train de s'effondrer d'une manière qui est difficile. Il est presque comme un visage de l'illusion. Il me dit que son émission marche super bien, que la mienne s'effondre. Mes statistiques sont en baisse. Je suis sur la pente descendante. Je ne sais même pas ce qui se passe. Mais il s'est passé une chose étrange. Son frère est venu à sa défense à propos de Fort Huachuca. Encore une fois, ils choisissent toujours ces choses obscures. Personne n'a jamais accusé Andrew Colbert d'avoir été à Fort Huachuca. Personne n'a jamais accusé son frère, à ma connaissance. Mais ils trouvent toujours un compte obscur qui dit quelque chose, puis ils y répondent. Et cette fois, un lieutenant-colonel. Ces hommes ont la quarantaine ou la cinquantaine. Pourquoi est-ce que ton frère vient te défendre sur X? C'est un lieutenant-colonel. Pourquoi payons-nous ces gens? Je veux un remboursement d'impôts vu la façon dont les gens de notre gouvernement se comportent depuis 1 an. Bref, voici ce que son frère, le lieutenant-colonel Colvett, a écrit sur X. Il a dit « Je suis son seul frère et je n'ai jamais travaillé à Fort Huachuca. Je n'y suis allé qu'une seule fois pour une formation de 3 jours. Je ne sais pas ce que cela signifie. » Et 2 de ces jours étaient des jours de voyage, car je rendais visite à mon unité de police militaire qui s'entraînait avec la police militaire de la base de Huachuca. Je suis désolée si vous avez entendu autre chose. Vous avez malheureusement été mal informé. Tucson a l'air formidable. Les gens étaient formidables. Et Tombstone vaut le détour si vous en avez l'occasion. Passez une journée merveilleusement bénie. PS, j'aurais aimé qu'il l'appelle d'un fort à Tucson. Ce serait tellement plus facile de savoir comment le prononcer et l'écrire correctement. Et puis Andrew intervient genre
Ouais, je n'arrive même pas à le dire. Ils n'arrivent même pas à le prononcer. C'est comme « De quoi parlez-vous? Personne ne connaît ce sport. » J'étais là pour une formation de 3 jours, mais mon frère et moi, on se disait « OK, qu'est-ce qu'on fait ici? » Taguer les potes, taguer genre « Je suis juste une femme adulte. » Je ne vais pas taguer ma grande sœur sur un fil X pour commenter un scandale inexistant. Je pense vraiment. Kendrew a entendu parler de Fort Huachuca. Oui, c'est le cas. Rien que par le fait de l'endroit où il vit, parce que fait la famille d'Erika, parce que fait sa propre famille, il a entendu parler de Fort Huachuca. Ce n'était pas juste un fort quelconque. Je pense qu'il ment effrontément à ce sujet. Oh, un fort, ho ho. Personne n'en a entendu parler. Nous sommes tous impliqués dans l'armée et nous vivons en Arizona, mais nous n'étions tout simplement pas au courant de cette immense base de renseignements qui dirige ce qui se passe à la frontière. Force opérationnelle conjointe à la frontière depuis toujours. Nous ne savions tout simplement pas que c'était juste là. Oui, mon cousin est dans l'armée. Mon frère est dans l'armée. Mais nous n'avions vraiment jamais entendu parler de ce fort. Et on aimerait vraiment que ce soit comme les gars vus de l'extérieur. On a un peu l'impression que vous êtes un peu nerveux. Ça ne ressemble pas à quelqu'un de calme et posé, d'accord? Quand tu dois faire venir ton grand frère ici pour te défendre dans la rue. Ça ne donne pas une bonne image. Donc je pense que ce fiasco continue et nous allons faire une courte pause et nous reviendrons tout de suite pour lire certains de vos commentaires. Bon, les amis, ce n'est un secret pour personne que tout commence à sembler beaucoup plus cher ces derniers temps. Si l'essentiel finit sur une carte de crédit, les taux d'intérêt à 2 chiffres vident votre compte. Si cette dette devient pesante, sachez que vous n'êtes pas seul. Propriétaire, vous regardez votre taux hypothécaire en vous disant « mieux vaut ne pas y toucher ». American Financing propose le prêt Smart Equity pour vous éviter cela. Il éponge vos dettes coûteuses et réduit vos mensualités sans toucher à votre prêt principal. C'est une frappe chirurgicale contre la dette. Contrairement à une marge variable, ce prêt est à taux fixe, garantissant un paiement prévisible. Chez American Financing, aucun frais initial pour votre éligibilité. Consultez nos conseillers salariés dès aujourd'hui. Ces experts visent vos économies, sans vente superflue. Appelez le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou allez sur americanfinancing.net. Owens. Encore une fois, americanfinancing.net/Owens. Je dois aussi vous parler de Nimi, Skin & Care. Vous savez, je les adore. Ce qui rend leurs produits pour la peau si exceptionnels, c'est que leur suif provient de bovins nourris à l'herbe et finis à l'herbe, élevés dans une ferme du Montana. Et dans un monde où tant d'entreprises cachent l'origine de leurs ingrédients, cela compte vraiment. Tout le monde semble parler du suif en ce moment, mais tous les suifs ne se valent pas. Nimi s'est concentré sur la sélection d'ingrédients exceptionnels et la création de produits que les gens aiment vraiment utiliser. J'utilise donc la Sunshine Tallow Cream et le Buzz & Tallow Balm de Nimi. Leur crème phare est riche et nourrissante. Son mélange de suif, aloe vera, avocat et karité hydrate intensément, tout en restant léger et agréable. Elle laisse la peau douce au toucher et à l'œil, hydratée et saine, sans effet gras. Quand ma peau a besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, je me tourne vers le Buzz & Tallow Balm, parce que c'est une formule plus riche qui aide à retenir l'hydratation et laisse la peau profondément nourrie et choyée. Ce que j'apprécie le plus, c'est que ces produits reposent sur la simplicité, des ingrédients de haute qualité, un approvisionnement et une fabrication américains, et des soins de la peau qui fonctionnent tout simplement. Curieux des soins Tallow? Essayez-les dès maintenant. Allez sur nemeskincare.com pour 10% de remise avec le code CANDICE10 à la caisse. C'est nemeskincare.com, code CANDICE10 à la caisse. D'accord, j'ai vu beaucoup de gens dans le chat me demander si nous avions découvert avec qui Ben Shapiro déjeunait. Je peux vous dire que la réponse est oui. Nous avons, en fait, découvert instantanément, au moins, qui a fait le tour pour dire aux gens qu'il déjeunait avec Ben Shapiro. Et cela a ouvert une énorme porte qui nécessite un peu plus de recherche. Nous ne terminerons pas cette semaine sans que je vous dise qui est cette personne, celle qui disait aux gens qu'il était sorti déjeuner avec Ben Shapiro quand il a reçu cet appel téléphonique. Je vais vous dire, ça me donne envie de lire le livre sur le Franklin Cover-Up. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Beaucoup de gens m'ont souvent parlé de « est-ce que ça s'appelle le Franklin Cover-Up? » Cover-Up. C'est bien comme ça que ça s'appelle? Une théorie du complot largement débattue.
Omaha, Nebraska, l'une de nos escales d'avions égyptiens. Le scandale impliquant une fraude financière de 40 millions de dollars. Des accusations d'abus par des politiciens de haut rang et de rituels sataniques. Donc c'est là où ça m'a mené. Et je dois juste faire des recherches. Je veux être lent, méthodique et savoir de quoi je parle. Comme vous le voyez, c'est une émission très documentée. Et si on fait une seule erreur, si je dis non pas Omaha, Nebraska, mais disons Omaha, Idaho, et qu'ils réagissent, et eux, vous voyez de qui je parle. Et donc ce nom, ça m'a juste fait me dire, OK, il se passe beaucoup de choses ici. Il se passe vraiment beaucoup de choses ici. Et je dois ralentir. Donc, comme je l'ai dit, on ne terminera pas cette semaine sans que je révèle cette information. Et la personne était prête à se manifester publiquement et à le dire. Mais oui, prenons notre temps parce qu'on sait aussi que Ben est extrêmement procédurier. Je le sais mieux que quiconque, Ben est extrêmement procédurier. Bref, commentaire le plus liké de l'épisode de la semaine dernière. Mike dit « J'adore quand Frank Turek se fâche contre Frank Turek pour avoir menti sur ce que Frank Turek a dit. Je crois que tu me cites là-dessus. C'est un favori. C'est devenu un running gag dans l'émission maintenant. Je suis fâché que Frank Turek puisse s'en prendre à Frank Turek. » Ensuite, Antarctica a écrit « Blake Neff agit comme s'il avait perdu son squishmallow. C'est vrai. C'est vrai. Et je ne vais pas être celui qui va se lever pour le lui rendre. Alors Blake Neff, peut-être que tu devrais appeler ton papa. Tu vois, Andrew Kovetz fait venir son frère, son grand frère. Toi, tu dois faire venir ton père, je pense, pour venir réguler ces rues dangereuses de X. Dans cet épisode, on commence par l'Amérique du Nord, qui écrit « Donc Flock pourrait être utilisé pour s'en prendre aux gens ordinaires, mais pas à ce type. » On dirait que Flock est partial. Non, ce programme de surveillance pose problème. C'est injuste pour les citoyens et aussi peu fiable que les caméras piétons. L'Utah est truffé de caméras, mais on n'a aucune image nette de Tyler Robinson. Pour une raison quelconque, tout est tellement flou, on ne peut même pas suivre précisément la trajectoire de l'auteur présumé du tir sur le toit. Et apparemment, on n'a même pas de vidéo de lui en train de tirer. Et ça, je pense, c'est parce qu'il n'a jamais tiré. Cette personne en avait un, c'était un autre garçon-leur ce jour-là. Une mission, faire ça, se lever, courir, tirer, aucun coup de feu. Et je suis d'accord avec Robert O'Neill, on dirait qu'une explosion s'est produite sous sa chemise. On dirait que Robert O'Neill a tué une ou deux personnes et pourrait savoir à quoi ressemble un tir vu de près. Et il ne semble pas penser que les chemises réagissent de cette façon quand quelqu'un est touché au cou. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Nous avons, vous savez, Grant Allen qui nous dit que c'est le cas. Ce sont ces gens-là les vrais experts, ces petits garçons efféminés qui passent leur journée sur YouTube à nous dire quoi croire, les vrais durs à cuire de l'armée, ceux qui sont sur les chaînes YouTube, qui courent après les filles. Oui, on vous croit vraiment, vraiment, les gars. Kendall Brown écrit « Sniper, nudiste, Tyler ». Aussi, qui sont les 3 membres de TPUSA que Tyler a rencontrés avant l'assassinat. J'ai une idée. J'ai une forte intuition sur qui sera cette personne à Turning Point USA qui va dire ça. Ils ont vu Tyler Robinson. J'attends que le nom de cette personne soit révélé parce que j'attends cette révélation. C'est tout. Je vais vous laisser là-dessus. Si c'est bien la personne à laquelle je pense, on a un problème. S'il publie des images floues et qu'une personne en chemise sombre est présentée comme étant Tyler Robinson et que c'est cette personne qui est le témoin oculaire, on a un problème. Intuition, écrit Jen. Au début de l'enquête, j'ai dit que tout revenait sans cesse aux Mormons et à TPUSA. Aujourd'hui, je dis que tout ramène sans cesse aux Mormons et aux réseaux liés à la famille Tyler Boyer, qui sont mormones. Je fais juste remarquer combien de personnes impliquées sont mormones. Bien sûr, la grande famille mormon des Farnsworth, qui enlève les caméras. Ils remontent loin, ils remontent très loin. Jusqu'où? C'est générationnel. C'est vraiment générationnel. On a Bébé, on a Romney. Il y a beaucoup de monde impliqué ici. On a vraiment l'impression que les écailles nous tombent des yeux. Et cet assassinat est en train de réveiller le monde entier, comme si rien de tout cela n'était réel. Model Citizen écrit « J'adore ta couverture, Candace. Wolves in Finance a découvert que tu qualifies plus comme représentante témoin qu'Erika Kirk, soi-disant dans sa vidéo. Mise à jour du procès, Erika Kirk a trompé le juge. Ça vaut vraiment le coup d'être regardé. Allez, Max. Je le ferai. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, je témoignerai pour l'accusation ou la défense parce que la vérité est la vérité.
Peu importe qui se la sert qui se la sert. Kendall Brown écrit « Oh, j'ai déjà lu ça ». Zamet écrit « Le gouverneur Cox déforme la vérité, pas seulement en vidéo. Je ne sais pas comment ils s'en sortent en niant que cela soit arrivé. Leur histoire de tournevis est insensée. Ce tournevis ne peut même pas démonter l'arme qu'ils disent avoir été utilisée. » Bon, maintenant, Jen X écrit « Voici ma contribution au pot à gros mots pour Candace aujourd'hui. » Allez, Max, ai-je dit un gros mot aujourd'hui? Vraiment? Oh, ce n'est pas bon. Merci. Merci pour ce don. J'en avais besoin. Je ferai savoir aux gens que cela a déjà été réglé. J'essaye vraiment de ne pas dire de gros mots. Qu'est-ce que j'ai dit comme gros mots? Sur qui ai-je juré? Je suis vraiment douée pour ne pas jurer. Frank Colvette, quelqu'un racontait vraiment n'importe quoi. Je suis désolée. Ali écrit « As-tu vu l'extrait où Erika dit « On ne sait pas ce que Charlie penserait de la guerre en Iran? » Oui, j'ai vu ça. Ça mériterait bien plus d'indignation. Tucker, Brett Weinstein, Joe Kent ont tous confirmé qu'ils se battaient fermement en coulisses pour empêcher cela. Quelle trahison. C'est juste ce qu'est Erika, ce qu'elle est. Elle a fait marche arrière sur tout ce en quoi Charlie croyait. Je pense qu'elle était plus loyale envers les personnes qui l'ont fait entrer. Tyler Boyer, les Farnsworth et sa mère, ils se connaissent depuis longtemps. Et ça, ce à quoi elle servait pendant qu'elle était mariée à Charlie. Je pense que c'est ce que montrent les preuves. C'est impossible. Il n'y a absolument aucune chance qu'ils essaient de nous faire croire ça. Toutes ces actions, ces revirements, ces volte-face, ces rapprochements, les gens qu'ils détestaient, essayaient de mentir et de dire qu'ils étaient ses amis. Il n'y a aucune chance qu'une veuve réellement en deuil permette cela, ni même qu'elle soit déjà de retour au travail ou en train de participer à tous ces événements. Et immédiatement de retour au bureau après avoir vécu un assassinat choquant. De leur mari. Rien de tout cela ne tient debout. Ça ne tiendra jamais debout, mais ils vont dépenser beaucoup d'argent et ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent pour essayer de faire en sorte que ce soit crédible. Bref, vous savez, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de visiter candidstones.com et d'acheter quelques produits dérivés. Vous pouvez aussi rejoindre le club de lecture. On a eu un club de lecture vraiment important. Prépare-lui un sandwich, ce chapitre 4 à propos de la zone de résidence. Les personnes qui ont quitté la zone de résidence ont quitté la Russie après avoir coordonné l'assassinat du tsar. C'était vraiment une réunion de club de lecture fantastique. Vous pouvez rejoindre le club de lecture et vous pouvez toujours revenir regarder ces épisodes. Et oui, vous pouvez aussi vous offrir une tasse Stanis. Arrêtez l'anticandacisme. Ça se répand rapidement. On le voit partout sur Internet. On est tous mal à l'aise. Je ne suis pas rassurée. Tu n'es pas en sécurité avec cet anticandacisme. Personne n'a jamais vu autant d'influenceurs essayer de s'en prendre à une seule personne qui n'emploie absolument personne pour les attaquer en retour. Je ne fais pas équipe en coulisses, rien. J'enquête simplement sur ce qui m'intéresse. Et en ce moment, c'est l'assassinat de mon ami, Charlie Kirk. Bref, les amis, ça suffit pour aujourd'hui. On se retrouve demain.